Salut à tous, c'est Bismart, on est de retour, le dernier débat de la semaine et puis même le dernier débat avant une petite pause la semaine prochaine, pause pendant laquelle d'ailleurs, mais je vous redirai ça à la fin de l'émission, on va vous proposer la rediffusion d'un certain nombre des émissions thématiques que l'on fait régulièrement. Il y en aura une sur la Chine, il y en aura une sur le prix de l'électricité qui est alors vraiment passionnante, il y en aura une sur l'industrie et puis il y aura un tour d'horizon diplomatique, celui qu'on a fait récemment là, avec Frédéric Ancel et Laurence Daziano. Et régulièrement, vous savez aussi que je tiens à faire des tours d'horizon diplomatiques, c'est absolument passionnant. Et puis derrière, c'est quand même encore ça qui en grande partie, quand on parle régulièrement de Taïwan, qui en grande partie tire les ficelles du business. Donc, dernière heure de débat, on va continuer notre discussion sur Tesla, celle qu'on avait hier. On va évidemment parler du travail, des chiffres du chômage, et puis peut-être des éléments là aussi récurrents, puisque la semaine prochaine, c'est la COP26 autour du carbone et de cette sacrée question, il n'y en a peut-être pas d'autres d'ailleurs, comment réconcilier la croissance et le climat, la croissance et le carbone. Allez, c'est parti. Donc on démarre, Anne-Sophie Alsif est avec nous. Bonjour Anne-Sophie, économiste BDO France. Emmanuel Grimaud, salut Emmanuel. Bonjour. Maximis Retraite, entrepreneur, membre de Croissance Plus et évidemment, comme son nom l'indique, très grand spécialiste des systèmes de retraite, mais aussi du travail, de la gestion de carrière, enfin bref, de l'ensemble de ces éléments dont on va parler. On va démarrer avec ça. Isabelle Mas, bonjour Isabelle. Bonjour. Et bienvenue dans nos débats, associé Vaesolis. Vaesolis Communication d'ailleurs, Oui, on rajoute communication. maintenant. Communication. Oui, Donc, comme son nom l'indique, communication, voilà, communication, gestion d'image, assistance aux entreprises, lobbying, construction de campagnes plus ou moins légitimes. Comment ça, plus légitime? Elles sont toutes légitimes, Stéphane. Toutes légitimes. Non, j'étais avec une de tes consoeurs hier, Julie Lassablière, on parlait de Facebook. Je ne sais pas si on aura le temps, là, donc disons-le d'un mot. Et c'était très intéressant. Ouais. C'est-à-dire qu'elle disait, jusqu'à présent, Zuckerberg a été dans la contrition. Et donc sa communication, c'était en fait pardon, pardon, pardon. Là sortent des dossiers internes. C'est-à-dire Facebook sait exactement ce qui se passe et ce qui ne marche pas. Algorithmes, ouais. Et donc là, tu ne pourras pas être dans la contrition. Non. Donc comment est-ce qu'il va se défendre? Comment est-ce qu'il va communiquer? Comment est-ce qu'il va communiquer? Il a déjà commencé, il affronte effectivement, il commence à essayer de répondre aux questions sur le fond. Mais là, la question des algorithmes, elle est très compliquée. Elle est très compliquée. Parce qu'eux-mêmes ne comprennent pas comment ils fonctionnent. Voilà. Comment est-ce que tu veux en communication expliquer quelque chose que tu ne comprends pas? Voilà. Il faut prendre une mesure, quelle qu'elle soit, une mesure d'engagement interne, soit une révision totale de la façon dont fonctionnent les algorithmes, soit remettre les ingénieurs sur le travail en leur disant refaites-nous quelque chose qui fonctionne mieux, en tout cas, il faut prendre un engagement et communiquer sur l'engagement qui sera pris et qui soit réel, bien entendu. Oui, sauf que tu as laissé un truc. Tu sais, le parallèle est fait avec l'industrie du tabac, je le trouve très intéressant. Tu savais que tu étais sur quelque chose qui allait poser des problèmes et pourtant tu as continué. Il y a cette partie-là qui est importante. Effectivement, tu savais que tu faisais quelque chose de mal et tu as continué. Ça, c'est grave. Mais quand tu te dis que tu sais plus comment fonctionne ton produit, c'est quand même un problème un peu plus grave. Parce que mal agir, tu peux changer, heureusement. Par contre, avoir un produit qui dysfonctionne, ça, c'est très compliqué. Il faut rouvrir le moteur, tu vois. C'est plus un cas de produits défaillants, comme on a pu avoir des fois dans l'automobile ou dans certains secteurs où il y avait un produit défaillant. Volkswagen, tu vois, Volkswagen. T'as raison. Il y avait le logiciel qui avait été bidouillé, mais je pense qu'il y avait aussi des produits défaillants. T'as raison. Donc là, on a un autre sujet. La crise des subprimes. Et là, il faut que tu révises ton produit. J'avais pas prévu de commencer par ça, mais si vous avez regardé, t'as regardé ça, Emmanuel, t'as un petit avis sur ce qui sort en ce moment autour de Facebook? Volkswagen, crise des subprimes, on en revient peut-être au sujet de l'éthique. Et je pense que l'un des problèmes majeurs de Facebook, c'est qu'on a toujours mis l'argent avant l'éthique. Et que, évidemment, on ne fait pas une boîte avec que de l'éthique, mais il y a un moment où il y a probablement eu des dérives qui entraînent aujourd'hui ce sur quoi ils sont incapables de revenir. Mais quand on voit les études sur Instagram, sur le problème chez les adolescents, les troubles que ça peut comporter, et de dire c'est pas grave, on s'en fout, on va aller chercher du clic, c'est problématique. C'est très intéressant. Et ça veut dire, la leçon, c'est on est rattrapé par ça. Absolument. Tu peux penser que tu vas passer entre les gouttes. En fait, non. À un moment, ça va te rattraper. Sur 3 milliards de personnes, effectivement. Oui, mais même d'une manière générale pour les entrepreneurs, on est d'accord. Construisez pas un truc comme ça parce que le passage entre les gouttes, ça ne dure qu'un temps, quoi. Absolument. Ouais. Anne-Sophie? Surtout, je pense aux États-Unis où il y a quand même beaucoup de liberté qui est accordée, mais lorsque vous êtes mis la main dans le sac ou
que vous avez menti, en tout cas qu'il y a l'aspect justement moral qui vient. Là, c'est très très compliqué. Vous devez vous expliquer. On se souvient pendant la crise des subprimes, tous les banquiers qui devaient aller devant le Congrès en disant j'ai fauté, c'est mal ou je ne savais pas. C'est vrai que quand on est sur ce registre-là, ça devient très compliqué et les sanctions sont assez terribles. Le mensonge est impardonnable, hein, c'est vrai. Le mensonge est impardonnable. Et puis la qualité du produit baisse, parce que plein de gens vous le disent. J'ai pas vu ton message sur Facebook parce que c'est l'algorithme. Donc tout le monde te dit finalement le produit est défaillant par rapport à ce pourquoi tu l'utilisais au départ. C'est pour voir tes messages. Donc, tu me parlais, je voulais voir ce que tu avais fait ou ce que tu voulais me dire. Là, la plupart des gens que tu rencontres, j'ai pas vu ton truc. Et de moins en moins, tu vois les posts des gens. Donc le produit, la promesse de départ du produit, elle commence à être défaillante. Oui, mais enfin, les profits c'est aussi sont là, un problème. Ça. Les profits ont été publiés hier. Mais les adolescents ne s'en servent plus. J'en sais rien, ça. Quand ta population vieillit, il faut aussi que tu te poses des questions. J'entends ça beaucoup, Isabelle, et à chaque fois quand même, quand tu testes ça auprès des adolescents que tu connais, ils en sont pas très très loin quand même. C'est l'idée, oui, je m'en sers plus, mais alors d'abord, il y a Instagram à côté qui prend le relais. C'est ça. Et puis quand même, c'est toujours dans l'environnement, quoi. Voilà. Non, moins quand même. Non, ils postent beaucoup moins. Allez, le chômage, parce qu'on a beaucoup de choses là. Le chômage, Anne-Sophie, donc diminution de 5,5% sur le trimestre et de 10% sur un an. Ça, c'est catégorie A. 3 millions, donc c'est les chiffres Pôle emploi, attention, ce n'est pas les chiffres de l'INSEE, hein, les deux sont différents. 3 544 100 chômeurs de catégorie A. C'est même inférieur donc, au dernier chiffre du 4e trimestre 2019, qui était le dernier d'avant-crise. Quand on étend au travail partiel, donc catégorie B et C, là, on est quand même encore un peu supérieur à ce qu'il y avait fin 2019 à 5 871 200. Mais c'est vrai que sur la catégorie A, c'est très surprenant. Non, c'est pas. En tout cas, nous, dans nos prévisions, on l'avait vu et anticipé. Pourquoi ? Parce qu'on a à ce point, surtout quand on avait les chiffres qu'on a eus cet été, qui étaient quand même excellents, et surtout la levée des mesures sanitaires. Quand on a regardé ce qui s'est passé en mai, en juin, on a eu vraiment de très bonnes créations. On avait vraiment beaucoup de confiance, avec même au niveau de la croissance. Ça a été revu à la hausse, même par l'INSEE ou les différents instituts, où maintenant on est à plus de 6%, on est quasiment à 6,3% cette année. Donc forcément, quand il y a la croissance économique, il y a plus d'emplois dans le secteur marchand qui sont créés, dans un contexte quand même où les faillites n'ont pas justement été au rendez-vous, donc le quoi qu'il en coûte a fonctionné, donc on a gardé l'appareil productif, les entreprises sont là et on bénéficie de cette reprise mondiale, européenne, pour justement créer de l'emploi. Donc c'est vrai qu'il y avait tous les ingrédients en tout cas, et puis ça a quand même aussi coûté de l'argent aux finances publiques, donc c'est bien d'en voir les résultats aujourd'hui pour avoir ces baisses sur le taux de chômage. Le problème, c'est que ça reste conjoncturel, même si ça va durer encore l'année prochaine, on est vraiment dans la reprise, donc on va être sur ces tendances-là, mais qu'on ne touche pas à ce qui fait mal en France, qu'on n'arrive pas au plein emploi à 4% comme aux États-Unis ou en Allemagne, on ne touche pas aux chômeurs de longue durée de plus de 55 ans et aux jeunes de moins de 25 ans sans qualification. Alors les jeunes, on peut voir qu'il y a un frémissement. Pourquoi ? Parce que c'est les jeunes... Il y a plus qu'un frémissement. Oui, parce que ce sont les jeunes qui, souvent, à cause du Covid, n'ont pas eu leur stage ou ont prolongé d'1 an leurs études. Donc, en fait, ils ont reculé d'1 an leur entrée sur le marché du travail. Donc là, avec la reprise, ils ont pu avoir accès à leur stage et avoir les contrats qu'ils n'ont pas eu à cause du Covid. Donc ça, c'est pas des personnes vraiment qui étaient en échec et qui posent problème sur le retour à l'emploi. Mais tu as 2 classes d'âge, là, intégrées. Ça veut dire que les 2 classes d'âge se sont bien intégrées, quand même. Oui, mais ce qui est plutôt positif, c'est ce qui est les résultats du quoi qu'il en coûte. Recul, je donne juste le chiffre, moins 14,8 sur un an, pour les moins de 25 ans. Donc, mais dans ce chiffre-là, il y a beaucoup de gens qui ont retardé d'1 an leur entrée sur le marché du travail et qui là bénéficient de la reprise. Par contre, l'autre catégorie, qui est vraiment les personnes qui n'ont pas de qualification moins de 25 ans, reste quand même surtout sur des taux de chômage qui sont élevés, ainsi que les plus de 55 ans, où là, vous avez des taux d'activité qui sont excessivement bas. Et on voit que ces gens ont beaucoup, notamment pendant la crise, créé leur entreprise et sont devenus auto-entrepreneurs. Donc c'est là aussi, on a pu avoir de bons effets sur la hausse des créations d'entreprises en 2020. Alors on disait que c'était la crise, parce qu'il y a eu ces phénomènes-là. C'est pour ça qu'il faut quand même relativiser et surtout voir à partir de 2023, on aura fini la reprise pour voir si là, la tendance s'accélère ou si on va rester sur du 7-8% avec un chômage structurel qui est quand même de 3 points supérieur au plein emploi. Je reviens vers toi, Anne-Sophie, dans un instant. Je vais demander... mais tu as quand même plus d'emplois que de PIB. Je vais le résumer comme ça. Voilà. Et donc, tu as quand même peut-être une question de productivité aussi qui va se poser. Mais Emmanuel, comment est-ce que tu vois ce rebond, ce sursaut de l'emploi? On est sur des créations d'emplois. Alors là, on ne parle pas de chiffres du chômage, même si évidemment c'est lié. On est sur des créations d'emplois jamais vues, rythme de création d'emplois jamais vu depuis l'an 2000 quand même. Ouais, la première chose, c'est que c'est fantastique. Ça fait 40 ans qu'on entend tous les trimestres, tous les mois, des situations problématiques sur le front du chômage et de l'emploi.
On a un président qui nous a dit on a tout tenté, on n'y arrive pas. 93. La phrase 93, on a tout essayé, contre c'est le chômage, on a tout essayé. 1993. Et effectivement, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup peiné. Donc, des chiffres comme ça, c'est fantastique. Alors, plusieurs choses. Donc, effectivement, il y a eu le financement par le quoi qu'il en coûte, qui a joué. Mais je pense personnellement, en tant qu'entrepreneur, que ça a été une bonne chose. On a peut-être payé trop dans le quoi qu'il en coûte, mais il valait probablement mieux payer un petit peu plus que pas assez, qui aurait entraîné des dégradations du chômage et des réactions en cascade et un manque de confiance. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je voudrais juste vous rappeler qu'en 2019, tu parlais de Croissance Plus tout à l'heure, en 2019, donc bien avant le Covid, ça faisait des mois que chez Croissance Plus, on se disait, mais comment on fait pour recruter ? On a des pénuries de personnel et personne n'en parlait. Le sujet de la pénurie de personnel, alors il est plus accentué aujourd'hui parce qu'en plus il est sectorisé dans la restauration, dans les métiers de première ligne, etc. Mais en réalité, là, on avait travaillé sur des sujets pour comment faire travailler les migrants pour nos entreprises. Donc on était déjà dans un schéma de pénurie de personnel avant 2019. Bon donc sujet là, du moment, ça m'intéresse. le ça, tiens. rattrapage est effectivement phénoménal. Et j'ai envie de dire, c'est tant mieux. Et comme disait Anne-Sophie, le problème, c'est comment est-ce qu'on fait Mais tu avec vois, tous ces emplois inoccupés heureusement qu'on l'a et fait, ce taux de si- chômage structurel à 7% qui est dramatique. Tu disais heureusement qu'on l'a fait, sinon on aurait eu perte de confiance. On l'a fait et on a perte de confiance quand même. C'est ça quand même Isabelle, moi je trouve que c'est ça le paradoxe de Pas chez les entrepreneurs, pas chez les entrepreneurs, mais qui embauchent. dans l'opinion publique, là tout à coup c'est le pouvoir d'achat, la nouvelle angoisse quoi. Tu vois, on s'est inventé une nouvelle angoisse, voilà. C'est Oui, parce que- plus le chômage, on s'est inventé la nouvelle angoisse pouvoir d'achat. Ça, c'est de la com. Ouais. Isabelle. Je pense que l'angoisse du pouvoir d'achat, ouais, c'est peut-être une angoisse de com, c'est aussi une angoisse qui est liée à l'inflation, dont on a l'impression Oui. qu'elle frémit, qu'elle reprend. Donc les gens se disent, est-ce que mon pouvoir d'achat va continuer à suivre le rythme de l'inflation ? Mais le sujet, c'est aussi les pénuries de salariés dans De certains main-d'œuvre. secteurs qu'on avait fait. déjà avant. Tout d'un coup, on découvre qu'on a des pénuries, mais on avait avant déjà des pénuries énormes dans l'artisanat. Il y a une demande qui n'est pas satisfaite. Dans le commerce, dans l'hôtellerie, dans le tourisme. Le tourisme était complètement à l'arrêt. Il reprend d'un coup ces pénuries qui existaient avant. Elles existent toujours. En pire, parce qu'il y a des gens qui se sont dit, je vais peut-être aller profiter un petit peu de la campagne. Ces gens vont revenir un jour, mais pour l'instant, ils ne sont pas là. Il manquait déjà des gens avant. Donc comment on fait pour former des gens dans ces secteurs-là ? C'est quand même, on n'est pas que dans des secteurs où on a besoin d'ingénieurs ou de gens en Bac+5. Alors, Et on n'arrive pas à déjà former des gens pour des métiers moins valorisés. Donc là, on tombe sur le problème des salaires. Est-ce que c'est un problème de salaire ? Quand on a quand même un président du MEDEF qui vous dit, je ne sais pas, on n'a pas entendu ça depuis... quand est-ce qu'on a entendu ça ? Un président du MEDEF, ça s'appelle sûrement pas le MEDEF, qui dit qu'il faut augmenter les salaires. Non, mais c'est un truc. Donc, soit on augmente les salaires dans ces secteurs-là, soit on fait des gains de productivité. Ce qui veut dire quoi dans l'hôtellerie ? On les a vus dans les restaurants, les gains de productivité. Le QR code sur la table. Ouais, mais c'est compliqué dans les métiers de service, justement. Moins de serveurs. Alors, mais on en c'est parlait compliqué. avec l'un de nos Mais il y a invités une qui façon, vient ici régulièrement et qui le disait très justement. Vous savez, pour faire une chambre, à un moment, vous ne pouvez pas non plus. Non, c'est clair. Voilà, Tu l'as retourner fait un peut-être lit, moins. ça reste un boulot. Peut-être et- tu l'as fait tous les 2 jours. Dans l'hôtellerie, moins cher, dans l'hôtellerie, 2 étoiles, tu te diras peut-être aux personnes, écoutez, vous aurez une chambre faite tous les 2 jours. Je vais lui dire Non, mais ça. je- Fais la c'est- chambre tous les 2 tu vois jours. À mon avis. ça Je te va parle de l'hôtellerie, tu vois, Hein, tu vois, d'entrée de gamme. Tu Mais vas il y aller a à un l'hôtel, moyen. Isabelle, et, tu vas- Aux États-Unis, et ils ma en sont chambre, là, hein. Ah ben non, vous tombez sur le jour impair. Non, elle n'a pas été faite. Là, ce sera demain. Aux États-Unis, ils en sont là, tu verras, dans certains secteurs. Alors tu dis ils vont revenir. En marge, là, on a ce que... Alors ça, hommage à Denis Ferrand de Rexecode, qui m'en a parlé avant même que ce soit à la une du Wall Street Journal. Et maintenant, il y a donc les Américains, j'adore pour ça, ils trouvent des claims pour tout. Et donc, c'est la grande démission, c'est-à-dire, ils vont revenir. Si on regarde ce qui se passe aux États-Unis, donc on en a déjà parlé ensemble, hein, si vous nous suivez régulièrement, disparition pure et simple d'une partie de la population active. Il manque à peu près, là, au dernier comptage, Anne-Sophie, je parle évidemment sous ton contrôle, 5 250 000 personnes dans la population active, 3,2% de la population active américaine, qui est sortie du travail, qui est sortie de ce qu'on appelle la participation au marché du travail. C'est très spectaculaire. C'est vrai que là, autant en Europe par rapport à la reprise, on pouvait un petit peu attendre ça. Hein. Ouais. C'est vrai que là, aux États-Unis, c'est vraiment très surprenant ce qui se passe, enfin, surtout en tout cas dans les volumes, hein, parce que qui est ce genre d'effet, on l'a vu pendant des crises, on l'a déjà vu précédemment, d'avoir ce genre de phénomène, mais pas à ce niveau. Donc là,
alors, on peut s'interroger donc pourquoi. Il y a les fameux quand même plans de relance budgétaire donc de Biden qui se sont soldés quand même par des transferts directs aux ménages, qui n'étaient quand même pas le genre de politique budgétaire que faisaient particulièrement les États-Unis. Donc là, c'est vrai qu'il y a sûrement une prise de conscience de se dire, eh bien, voilà, on a eu un peu cette protection qu'on avait plus. J'ai plein de pognon, donc en fait, je m'arrête de travailler et je vois comment ça tourne. Alors, bon, non, je peut-être résume. à court terme. Et je pense que c'est pas forcément. C'est plutôt de se dire, bah voilà, peut-être que j'étais dans un emploi contraint, j'avais 2-3 emplois, voilà, j'étais dans le court-termisme. Là, peut-être que j'ai le moyen de m'arrêter pour peut-être avoir une formation ou faire autre chose ou changer de secteur. Donc c'est bon, on est quand même dans le marché américain, à un moment, il faudra quand même retravailler et gagner sa vie. Mais en tout cas, il y a ces réflexions qui sont permises par cela, ou sinon aussi d'avoir des emplois qui sont en corrélation avec ses compétences. Le problème qu'on voit, et notamment dans la société américaine, c'est que vous avez souvent beaucoup de personnes qui ne trouvent pas d'emploi dans leur qualification, et donc du coup vont cumuler 2-3 emplois pour faire face à leurs dépenses, et donc vous avez une très forte baisse du capital humain. Donc à moyen long terme, c'est pas forcément négatif. Ah ouais. Emmanuel, il y a eu pas mal d'anticipation de départ à la retraite, dit la fête de Saint-Louis, qui a du mal à le chiffrer, mais justement du fait de cet afflux d'argent inattendu, ceux qui avaient encore, alors je ne pense pas qu'aux États-Unis ils comptent en trimestre, Non. ceux qui avaient 3-4 trimestres à tirer se sont dit tiens finalement je peux m'arrêter dès maintenant. Alors effectivement c'est vrai que sur le côté on reçoit des aides, on va en profiter, voire même on va investir dans Robinhood ou des choses comme ça. Moi j'avais eu des échos depuis longtemps d'entrepreneurs aux États-Unis qui nous disaient qu'ils avaient un problème, mais comme dit Anne-Sophie là encore, on est aux États-Unis donc ça ne va pas durer, donc il faudra voir à quelques mois comment ça se passe. Sur le départ à la retraite, oui, il y a eu un effet retraite par capitalisation, il y a eu un effet boursier a priori qui a été assez fort. Il faut savoir aussi que les gens ont tendance à travailler plus longtemps et partent plus tard. Donc effectivement, si j'ai 63 ans, c'est pas des gens de 55 ans qui se sont arrêtés a priori. C'est plutôt des gens un petit peu plus âgés. Tu crois pas que c'est peut-être une modification profonde de notre rapport au travail ? Ah mais complètement. Et les Américains sont en avance sur nous là-dessus, comme à chaque fois. Ah mais on le voit, oui, on le voit déjà en France. Alors ça veut dire que c'est structurel, ça veut dire que c'est pas conjoncturel. Avec la grande démission, on voit aujourd'hui dans des entreprises des gens qui donnent leur démission là où il y a 5 ans, voire 10 ans. Personne n'aurait dit je ne vais pas donner ma démission, je ne suis pas fou, je vais négocier on n'a pas de chiffres en France, je vais négocier une rupture. J'ai demandé, je cherche, mais pour l'instant, on n'a pas. Toi, tu le vois dans les entretiens que tu as avec des entrepreneurs ? J'en ai autour de moi avec des personnes qui vous disent du jour au lendemain, qui vous donnent une démission, entre guillemets, sans réfléchir. Là où on va voir. Pas eu ça. À un moment, on va avoir des chiffres, j'espère. Mais Anne-Sophie, je ne sais pas si j'ai demandé à droite, à gauche. Pour l'instant, on n'a pas de chiffres équivalents parce qu'il y a le chômage partiel qui fausse complètement. Déjà, et puis c'est très difficile de savoir quand vous donnez justement la démission, quel est le facteur qui l'explique. Donc, est-ce qu'on est dans ce contexte, en effet, de grande démission, les gens partent, ils n'ont pas forcément de projet, ou etc. Aussi parce qu'ils savent en trouver. Voilà. Parce que justement, le marché, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Vous savez que vous pouvez demain trouver très facilement un emploi. Donc, c'est plutôt un marché qui est favorable aux salariés. Donc, vous pouvez en profiter. Mais c'est vrai qu'en France, les chiffres, ça va être plus difficile de voir quelle est la cause. Et donc, de voir que est-ce qu'on change de secteur ? Est-ce qu'on en profite pour se qualifier ? Ou est-ce que tout simplement, on décide d'avoir pendant un an un autre projet ? C'est ça qui va être assez intéressant. Et puis, d'autant plus, on parle toujours des États-Unis, mais c'est aussi pas le même modèle. C'est vrai qu'en France, vous finissez vos études et très souvent, vous commencez tout de suite à travailler. Aux États-Unis, il y a l'idée de se dire vous pouvez prendre un temps, faire le tour du monde, aller voir ailleurs, et puis après, par exemple, commencer à travailler, à s'arrêter, faire un doctorat. Donc, il n'y a pas les mêmes tranches d'emploi. C'est vrai qu'en France, vous finissez vos études, vous commencez, vous essayez d'avoir un CDI. C'est partie de la population, et après, ça quand même, c'est pas les gars qui. En tout cas, vous n'avez pas, comme en France, dès que vous finissez vos études, on vous dit tout de suite trouver un emploi le plus rapidement possible, essayez d'avoir un CDI. Un chiffre encore, donc 40 000 ruptures conventionnelles. Alors, c'est pas parce que. C'est intéressant, rupture conventionnelle, il faut que l'employeur soit d'accord quand même. Donc 40 000 ruptures conventionnelles en septembre, 332 000 sur 9 mois, et donc on a retrouvé le niveau de 2019 sur les ruptures conventionnelles. Isabelle, tu crois que c'est une modification profonde de notre rapport au travail ? Alors moi, c'est marrant, je pense plutôt l'inverse, c'est-à-dire c'est plutôt nous qui sommes en avance sur le rapport au travail sur les États-Unis, parce qu'effectivement, nous, on a quand même un modèle social assez développé, donc on a le chômage, dès qu'on part, on a 24 mois de chômage, on a des assurances sociales qui sont des assurances santé qui sont très bien, on a une retraite qui est très bien organisée.
Mais eux, aux États-Unis, là, pendant la crise, qu'est-ce qu'ils ont eu? Moi, j'ai des amis à San Francisco, ils ont découvert l'assurance chômage, mais ils ont trouvé ça fantastique. Ça, ils n'avaient jamais eu de leur vie. Ils ont dit, on m'a donné un chèque une première fois, et puis, tu sais quoi, 2 mois plus tard, on m'en a donné un autre. Et ils étaient, alors bon, ils étaient en crise, ils étaient chez eux, ils n'avaient pas de boulot, ils déprimaient, mais ils étaient hyper contents. Ils ont découvert ça. Et pourquoi je vous dis ça? Moi, ce qui m'a plus interpellé, c'est pas le Great Dismissal, qui pour moi est un peu un concept. Ça va très vite aux États-Unis, puis là, tout d'un coup, il y a les flux se croisent pas bien. C'est un concept. Tu vois, en matière de Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est moins le concept et plus la réalité, c'est Striketober. C'est le fait que tu as plus de 100 000 personnes aux États-Unis qui sont en grève au mois d'octobre pour demander des meilleures conditions de travail. Et pour demander quoi parmi les meilleures conditions de travail? C'est pas uniquement une hausse des salaires, c'est des meilleures conditions de travail, et notamment pour demander une assurance chômage. Ils n'ont pas dans les catégories sociales, les employés des métiers dont on a découvert l'utilité pendant la crise, de ménage, d'aide à la personne, etc., n'ont pas d'assurance, très peu d'assurance chômage. Et ils ont découvert qu'on pouvait en avoir une, ça existait. Donc c'était un concept intéressant. Et ils le demandent. Striketober. Donc c'est la grève d'octobre. Et tu as plus de 100 000 personnes qui en ce moment sont en grève aux États-Unis. Alors plutôt dans les secteurs, dans les métiers défavorisés. Mais ils demandent des meilleures conditions de travail. Ils demandent des couvertures sociales. Ils demandent une assurance chômage. Et ils demandent une retraite. Enfin, ils demandent des choses que nous, en France, on a. Donc, le rapport au travail, ça va très bien. Nous, on a 5 semaines de congés payés. En moyenne, ils en ont 2. Ils ont besoin d'un consultant pour aller monter un système d'épargne retraite, là. Voilà, hein. Et donc, on a un rapport au travail qui est quand même un peu plus serein, en tout cas dans les métiers moins favorisés. Alors, la question des salaires, effectivement, il nous reste quelques minutes là, avant de marquer une pause là-dessus. Alors, moi, je dois vous dire, j'ai été un peu saisi par les 38 millions de Français qui sont éligibles aux 100 € de Jean Castex. Donc 38 millions de Français à moins de 2 000 € net avant impôt. Et là, je voyais pas. C'est pas conjugalisé. C'est pas conjugalisé, non. Donc ça veut dire que ça peut être des personnes qui sont à 3 900 aussi. 2 salaires à 1 900, ça fait un foyer qui gagne 3 008. Oui. Et donc, tu es bien avec 3008, 2 enfants? Non, Ça dépend où on habite. Ouais. Exactement. Exactement. Ça dépend où on habite. Ouais, donc tu relativises le truc. Tu dis c'est pas si grave que ça, Emmanuel. Non, le chiffre m'a surpris aussi, même, voire choqué. Mais on le connaît déjà quand on regarde la répartition des revenus par décile. Effectivement. Attends, j'avais un doute parce que pendant que tu le disais, je te disais non, c'est pas conjugalisé. J'avais un doute, mais non, ça l'est pas puisque c'est sur la feuille de paye que ça va être versé. Donc effectivement, non, c'est pas conjugalisé. Bon. Les revenus par décile, les revenus en dessous de, je sais pas, il y a quoi? Il y a 10% des gens qui gagnent plus de 4 500 €, c'est ça? Mais c'est toi qui dois savoir ça. Non, Anne-Sophie, non. Normalement, je crois que même malgré toute la connaissance qu'on peut avoir de effectivement la trappe à bas salaire, la smicardisation, etc. Le chiffre 38 millions de Français sous les 2 000 € net, moi, ça vous a... Alors bon, en effet, c'est assez connu, et c'est justement le problème, c'est-à-dire qu'en effet, avec le SMIC, vous avez la chance de ne pas avoir un salaire minimum qui est trop bas, mais le problème, c'est qu'en effet, c'est très difficile d'aller, pour une majorité de la population et des salariés, au-delà de 3 000, 3 500 en fonction des secteurs. Donc c'est ça la grande difficulté, et puis l'autre, vous l'avez dit, c'est vraiment où vous habitez, parce que c'est bien de voir le revenu global, mais aussi c'est bien de voir les postes fixes et comment ils ont évolué. Et c'est vrai que le logement, quand vous regardez par rapport aux autres pays européens, a explosé en France les 10 dernières années, par rapport notamment à l'Allemagne ou par exemple les Pays-Bas, vous n'avez pas du tout eu cette perte de pouvoir d'achat importante. Donc vous cumulez ça, plus en effet la voiture, plus en effet le prix de l'énergie, notamment de l'électricité qui va énormément augmenter, forcément vous avez un reste à vivre, plus des dépenses qui ne sont pas dans le panier de l'INSEE, comme votre abonnement à des plateformes ou votre dernier téléphone. Et c'est vrai que vous avez un reste à vivre qui est assez faible. Non, j'étais un peu comme Sophie, je me disais que, je sais pas, les gens redécouvraient le salaire médian français. Peut-être qu'à Paris, on le découvre. 1700, salaire médian. 1700, voilà, en province, dans beaucoup d'endroits. Oui, on le découvre. Et tu sais, alors, il y a un autre truc qui m'intéresse, que je trouve, parce que, en fait, c'est la fracture salaire brut, salaire net qui est... Et je suis surpris, tu as dû regarder ça, je suis surpris de toutes les propositions qui commencent à être détaillées. Alors, la droite en détaille plus, on en voit plus chez Pécresse, etc. À chaque fois, on essaye en fait de contourner
On est en train de préparer une opération d'exil fiscal intérieur majeure avec primes défiscalisées, heures supplémentaires défiscalisées, primes d'activité XXL pour Xavier Bertrand. Il en rajoute 5 milliards, primes d'activité. Il n'y a pas de cotisation retraite dessus, hein, c'est ça. Voilà. On est tellement à bout. ce qu'on remet de l'autre. Exact. Mais non, mais justement, comme tu n'y arrives plus à sortir de cette trappe à bas salaire vu le poids des prélèvements, il y a quand même tu crées des trucs qui sont quand même de la défiscalisation. Il y a quand même quelque chose que ta trappe à bas salaire et le salaire médian ne voient pas, c'est la redistribution. Tu as quand même une redistribution très différente sur les gens qui touchent 2 000 euros net ou un SMIC. Il faut prendre ça en compte dans le revenu, c'est ce que fait l'OCDE, c'est pour ça qu'on est plutôt bien placé, enfin en tout cas dans la moyenne, parce que quand vous regardez avec les transferts, vous n'êtes pas assez... Tu as les APL, tu peux avoir des bourses si tu es plus jeune, enfin, pour tes enfants, tu as quand même beaucoup de redistribution en France qui, heureusement, équilibre un petit peu la difficulté d'avoir un salaire aussi. C'est le pari, il y a moins d'inégalités, mais vous payez plus de taxes pour financer la protection sociale, et c'est visiblement ce que les États-Unis demandent. C'est ça. L'idéal, c'est que tu es sur un rapport avant redistribution d'1 à 7, et tu tombes sur un rapport d'1 à 3, 1 à 4 à peu près après redistribution. 1 à 4, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ça fonctionne. Absolument. Et la prime, Mais avec un coût du travail, effectivement. Et pourquoi il y a tous ces contournements? Parce que le coût du travail, 1 000 euros de salaire net avant fiscalité sur le compte en banque du salarié, égale quasiment 1 000 euros de charge. Ouais. Donc, cette répartition charge patronale, charge salariale, elle rend un petit peu invisible le coût global de la protection sociale. Et là encore, c'est pas du tout. Je pense qu'il y a un consensus en France sur le principe de garder cette protection sociale et ce principe de mutualisation. Ensuite, c'est le ratio coût-efficacité qu'on voit dans la santé, qu'on voit dans l'éducation. C'est pas les charges sociales, mais c'est la même chose. On a un coût qui est disproportionné pour un service rendu par rapport à tous les autres pays. Et ce coût du travail à 2 fois le 100% de charge, il est effectivement. Oui, mais Emmanuel, ça va au-delà. C'est-à-dire de ce qu'on décrit là depuis. Citais sur notamment profession de service, gain de productivité beaucoup plus compliqué à aller chercher, etc. Tu vas plus réussir à le justifier, même économiquement, en fait, le poids des charges sur le salaire. À un moment, tu n'arrives plus à dégager basiquement la valeur ajoutée nécessaire pour justifier un tel salaire, quoi. Tu vas monter le prix de ton service. Alors, complètement. Et tu retombes sur le problème de pouvoir d'achat. Oui, c'est un peu ça, le cercle vicieux de l'inflation, de mémoire de mes cours d'économie. Sauf si on a un cercle vertueux avec effectivement le chômage qui baisse. Je crois que Pôle emploi prévoit d'être en excédent l'année prochaine. Oui, absolument. Donc, si après 40 ans, on arrive enfin à rentrer dans le cercle vertueux pour... En excédent avec 65 milliards de dettes, quand même. D'accord. C'est un excédent très relatif. Voilà, on va le dire comme ça. On marque une pause, on se retrouve dans un instant. On repart, les amis, on repart avec... alors, j'avais prévu de démarrer avec ça, et puis on a démarré avec Facebook. Tu dis, Tesla et Facebook, c'est une bonne accroche. Tu dis que c'est l'opposé, Emmanuel, Tesla et Facebook. T'es sûr qu'il y a l'éthique chevillée au corps, là chez Tesla? Oui, je pense. Non, d'abord, il y a une vraie vision chez Elon Musk, notamment sur l'écologie. C'est pas que faire des voitures électriques, c'est un ensemble pour améliorer le système globalement. Le bilan carbone global de notre activité. Il y a un esprit d'excellence qui est phénoménal. Il y a une vraie vision. Reprenez les discours d'Elon Musk en 2015. En 2015, il vous annonçait tout. Absolument. Le modèle 3, le modèle X, Falcon Heavy. Falcon Heavy, ça vient de sortir en 2021. Il l'avait déjà prévu. Il n'avait pas une fusée qui avait décollé. Il avait déjà le plan de marche. C'est phénoménal d'avoir une boîte qui a 10 ans n'existait pas, dont la NASA aujourd'hui a besoin et qui malheureusement... Alors, ça c'est SpaceX, mais là c'est Tesla qui... non, mais Tesla m'intéresse plus que SpaceX. SpaceX, enfin, on l'a beaucoup raconté, c'est quand même... mais c'est la force de l'Amérique, c'est la NASA qui fait confiance à un entrepreneur privé et qui arrose de subventions jusqu'à ce que ça marche. Voilà, 2 fois moins cher que ce que ça lui coûtait avant. Oui, tout à fait d'accord. Tesla, il est tout seul. La vision, l'excellence opérationnelle, parce qu'il y a un moment, c'est assez phénoménal de voir qu'il a des usines... Mais en même temps, les montagnes russes, quoi. Il pète les plombs, l'interview au New York Times où il fume un joint, où il dit qu'il n'en peut plus... On parle de la personnalité du personnage. Mais tu te rends compte, c'est un gars comme ça qui fait aujourd'hui un constructeur automobile qui vaut...
à lui tout Plus seul. que tous les autres constructeurs. Mais ça fait Voilà, partie- c'est de la valeur boursière, ça veut rien dire. Mais voilà. Bon. Ça fait partie des grands génies américains de type Steve Jobs. Et d'ailleurs, c'est un petit peu, moi, ce que je pense, c'est qu'il s'est beaucoup inspiré de l'iPhone. Parce que pour moi, Tesla, tout le monde compare Tesla à un constructeur. Mais Tesla, c'est pas le véhicule qui est hybride, c'est le modèle. C'est un modèle entre Apple et Toyota. Donc on compare, on dit ça fait moins de valo que Toyota. Mais forcément, la bourse ne regarde pas la valo de l'industriel automobile, elle regarde la valo de la partie tech. La partie tech, c'est quoi? C'est un OS qui vient avec la voiture, qui est un OS fermé, comme l'iPhone, qu'il faut upgrader régulièrement. Ça coûte, là, la dernière upgrade, j'ai regardé hier sur Internet, il faut changer une partie du hardware pour pouvoir faire l'upgrade logiciel. Et la partie à changer, elle coûte 2 ou 3 000 balles. Donc déjà, tu changes un truc. C'est un peu comme quand tu changeais l'iPhone pour avoir le nouvel iOS. Attends, parce qu'il en a une Tesla. Et du coup, c'est vrai, de temps en temps, si tu avais un ancien Normalement, modèle, possession, Toutes les si tu avais mises à un jour. ancien Toutes les modèle, mises à jour sont faites pendant que tu dors. non, je te parle pas de ça. Je te parle si tu as un ancien modèle, je sais pas lequel, il faut que tu mettes un petit bout de hardware quelque part, enfin une pièce quelque part, pour faire l'upgrade du dernier OS qui vient de sortir à l'instant là. Peut-être pour des très je t'enverrai anciens modèles, mais le lien. c'est Ouais. c'est un fait. Donc, du coup- Non, mais c'est complètement Peu importe, mais c'est le modèle. Ah, mais c'est- Attends, vas-y. Ce que je Non, voulais mais dire ça, pour c'est finir, ce que je veux dire pour finir, c'est que c'est le modèle iPhone, si tu veux. Donc Ouais, le modèle tout à fait. iPhone, tu auras un nouvel OS, ton nouvel OS il sera fermé, tu auras des applis, et puis du coup, ce qu'ils vendent, c'est pas uniquement une voiture qui est très belle et très jolie, mais je suis sûr qu'une BMW, quand on aime ça, c'est très beau et très joli aussi. Ce qu'ils vendent, c'est derrière la technologie, le rêve de la tech, le rêve d'Apple, le rêve des GAFA. Et alors, s'ils vous vendent ça, qu'est-ce qu'ils vous vendent derrière? Parce que comme tous les GAFA, qu'est-ce qu'ils vous vendent? Qu'est-ce qu'ils vous piquent surtout? Ils vous piquent des données. Donc avec ces données qu'il va piquer Elon Musk, il va faire comme les autres. Moi, je ne crois pas tellement qu'il soit ni plus empathique, ni plus éthique que les autres. Qu'est-ce qu'il va faire de toutes ces données qu'il va vous prendre dans votre véhicule? Parce que pour l'instant, il vous en prend plein. Hein. Où vous allez, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous achetez? Tout, parce que dans le logiciel, il vous donne des boutiques, il vous donne des restaurants où vous pouvez aller. Donc il a tout sur vous. Qu'est-ce qu'il va en faire? Qu'est-ce qu'il va en faire? Je ne sais pas. Alors- Mais le secret, génial. le secret des GAFA, c'est la donnée. Hein. Le reste, ils s'en fichent. Que ce soit un iPhone, une Et c'est voiture ça la valo. ou un Les 1000 milliards, logiciel, les 1000 milliards, c'est ça. pour la toi, oui. valo, à mon avis, elle est là. Ouais, absolument. Elle est qu'on projette, on projette le modèle sur les GAFA. Alors, je suis en partie d'accord avec un mélange d'iPhone et de Toyota, mais je pense que ça va au-delà. Je pense que c'est vraiment une disruption totale. Bien sûr. De même que l'iPhone a été une L'iPhone en était disruption une, bien avec sûr. Non, non, mais je nie pas la notre bon disruption. vieux combiné. Bien Apple sûr. n'a rien inventé. Hein. Tout ce qu'a fait iPhone, C'est clair. ça existait avec le Palm Treo, avec BlackBerry Ils ont 10 juste ans bien plus tôt. assemblé. Ils ont juste eu un marketing impressionnant qui Non, ont fait enfin, qu'ils bon, l'ont bref, qu'ils c'est un l'ont autre beaucoup mieux débat. vendu. Mais moi, j'ai toujours, enfin, n'a rien inventé, mais c'est une négation. Une disruption. Mais non, mais puis de ce qu'est la valeur incrémentale d'énormément de choses. Effectivement, Thierry Breton, il te raconte qu'il a fait la première démo d'un iPod à l'époque à Steve Jobs. Bah oui, mon pote, et alors? Je veux dire, qu'est-ce que t'en as fait, tu vois? C'est ça. Mais, enfin, Non, mais c'est clair. Non, moi, je nie pas la rien inventé, disruption. c'est pas possible. Du tout. Ne serait-ce que l'écran tactile, par exemple. T'en avais aucun qui avait écran tactile de l'ensemble Bien sûr, de. bien sûr. Et puis surtout, Aucun. il faut quand Ah non, même c'est les premiers écrans tactiles. Il faut quand même se rappeler quand même de l'électrique. On se dit quand même en Europe, on est quand même une puissance industrielle dans l'automobile. Ils ont eu cette vision et surtout. Donc vous dites la puissance du design, qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous, à chaque fois qu'on partait d'une électrique, c'était tout une sorte de jouet, elle devait souvent être petite, multicolore, ludique, enfin vous aviez un aspect design dès que c'était de l'électrique qui était assez étonnant. D'ailleurs, vous voyez les modèles qui sortent encore, alors beaucoup moins maintenant, mais en tout cas c'était comme si c'était un peu une miniature, un jouet, quelque chose. Quelque chose de Tesla, pas sérieux, non, quoi. c'est- Oui, je me voilà. rappelle les gens qui achetaient Tesla, des c'est la Audi ou des même BM à chose. l'époque, ils disaient non, on Non, fera mais- jamais une voiture Donc, électrique il aussi sait très bien puissante. qu'il est sur que du mon haut de Audi. gamme, donc il sait très bien qu'il va avoir en face ce genre de consommateur. Non, on fait la même voiture très très belle, sauf qu'elle est électrique. Donc ça, après, on peut dire, en effet, c'est que du marketing, etc. Non, ça, c'est une vision. Et aujourd'hui, c'est sûr que ces clients achètent ça Bien sûr. aussi, parce que la voiture, même si maintenant c'est utilitaire, il y a quand même derrière une image de marque, ce que vous projetez. Et là, vous pouvez avoir, en effet, la classe et toutes les valeurs qu'il y a derrière la voiture avec le côté écologique. Et ça, il l'a vu très, très vite. Alors que nous, enfin, c'est vrai que chez beaucoup de constructeurs, on était encore sur un peu des voitures gadgets sur Vous l'électrique. savez, le premier qui en parle énormément, très sérieusement, 2008, c'est Carlos Ghosn. Absolument. Carlos Ghosn, 2008, il a une vision, mais vraiment une vision, D'accord. le zéro émission. Et moi, je me souviens très bien, il me le dit, ne rentreront dans les villes que les voitures zéro émission, premier point. Absolument. Deuxième point, l'électricité est agnostique. Ça veut dire que toutes les sources d'énergie, vous aurez besoin de mobiliser toutes les sources d'énergie pour continuer à faire rouler les voitures. Et seule l'électricité vous permet en fait de mobiliser toutes les sources d'énergie. Mais Anne-Sophie a raison, la même chose, qu'est-ce que tu en as fait? Alors oui, la Zoé, c'est super, ok, voilà, mais on se rend bien compte Bah qu'il oui, n'y mais a pas c'est la toujours part de le- rêve et d'aventure qu'a réussi à donner C'est Elon toujours le Musk. paradigme de la start-up. C'est toutes les start-up qui ont disrupté, elles arrivent sur un marché sans passer.
sans Et tu crois que usine c'est à le faire passé de tourner. Renault- C'est le passé de Renault qui a fait qu'ils ont Un pas peu osé quand même. Tu casser peux les pas, codes. tu peux pas restructurer, tu peux pas virer tout le monde du jour au lendemain en disant on arrête tous les modèles bas de gamme qui roulent au diesel et on passe tout de suite à l'électrique en fermant toutes les autres usines. Lui, il a commencé, il a 2 usines, il produit 1 million de véhicules. Il est parti de zéro, comme toutes les startups. Toutes les startups qui ont beaucoup disrupté, elles sont parties de zéro. Elles n'avaient pas le passif Oui, mais de t'étais plein de pas obligé- salariés t'étais à pas former obligé ou de à faire- virer. Mais enfin, plutôt à former, Attends, c'est possible. grand respect pour la Zoé, t'étais pas obligé de faire un pot de yaourt non plus, tu vois, tu pouvais faire un truc comme le dit, C'est vrai. comme le dit Anne-Sophie, tu vois. Mais, T'as l'impression- elle a raison, t'as l'impression qu'ils ont cherché la voiture la plus moche. Et puis alors, C'est vrai. PSA, la première électrique de PSA, c'était encore pire, quoi. Ouais. La plus moche possible. Ouais, il y a beaucoup d'études qui montrent que les disrupteurs dans chaque secteur ne sont pas ceux qui venaient du secteur, c'est des gens qui sont arrivés C'est ça. et qui ont disrupté. Syndrome C'est pas Kodak. Nokia qui a inventé l'iPhone, pourtant Nokia elle avait sans doute tous les brevets qu'il fallait pour inventer l'iPhone, c'est pas eux qui ont fait l'iPhone. Oui, mais voilà. c'est une question de valeur aussi. C'est vrai qu'au début de l'électrique, vous étiez écologiste, donc vous vouliez avoir quelque chose de petit, de pratique, qui consomme pas beaucoup. Donc en fait, le côté marque haut de gamme, c'était pas ça le but. En fait, c'est d'avoir vraiment quelque chose qui soit sur l'écologie. Donc c'était ça la valeur qui était vendue. C'était pas en effet Et garder un niveau bien standing tout en ne Et à pas l'époque, je polluant. pense que les vendeurs de voitures haut de gamme ne sentaient pas leurs acheteurs prêts à se ruer sur Exactement, l'électrique. Hein. Et vous Tu as parliez du parfaitement côté raison. classe, les premiers acheteurs d'électrique, ils n'étaient pas du tout regardés, on les regardait comme des gens un C'était petit peu des hippies, bizarres, un voire peu. des abrutis qui Un peu mettaient des de l'argent hippies. dans un truc qui allait ne pas T'es marcher. sûr? Est-ce que ça va marcher? Il y a autre chose sur Elon Musk, qui est sur Vas-y. Tesla, qui est incroyable, c'est le process de production et d'organisation. Oui. Ça fait 30 ans que McKinsey et consorts nous expliquent qu'il faut séparer le travail, atomiser, faire des fabriques fabless, fabless compagnie, pas d'usine, etc. On sous-traite tout. Lui, il fait tout en interne. Il fait ses logiciels, il fabrique Une partie qui de vient de ses chez pièces. Samsung. Et donc, il est revenu complètement à l'opposé de ce que toutes les théories et toutes Surtout les le boîtes secteur ont pratiqué automobile qui a fait que ça. dans le secteur automobile, Mm. et avec des résultats dont aujourd'hui on voit que c'est quand même pratique parce qu'il peut modifier, adapter ses logiciels pour justement la pénurie de puces ou Absolument. autre. C'est vachement intéressant. Après, pour Anne-Sophie. nuancer, il est quand même sur du très haut de gamme, il n'est pas sur le même volume. Il est sur du Il très est- haut de gamme. et, Non, et- et- maintenant, et il avait, surtout quand il a commencé, il avait justement une marque qui n'était pas connue, donc il a pu la créer comme Ah oui, vous disiez. ça, c'est Il clair. Il a n'avait tout pas le commencé de poids du zéro. passé, La et marque, c'est le souvent design, pour les ça que vous êtes usines, moins, tout est parti de zéro, hein. Vous êtes moins innovant. Quand Alors je vais le citer encore une fois, et puis la semaine prochaine, enfin après on parlera d'autres choses. Donc si ça vous intéresse, hein, le teslisme. Donc Michael Valentin, qui est alors lui-même d'ailleurs entrepreneur, hein, il a un fonds d'investissement de start-up industriel. Et puis il est consultant justement, alors pas chez McKinsey, mais consultant. Et donc il a écrit un bouquin, mais je crois qu'il y a 4 ans, hein, qui s'appelle Hyper Manufacturing. Alors c'est 2 bouquins d'ailleurs. Le premier c'est sur le teslisme et le deuxième c'est Hyper Manufacturing qui est un petit peu la suite. Et donc lui il dit oui, il y a eu donc Fordisme, Toyotisme, Teslisme, c'est un nouvel âge de l'industrie en ce qu'il applique toutes les recettes des startups, donc la disruption, la capacité de pivoter très très vite, à une industrie dont on ne pensait pas qu'elle était Qu'elle capable de pouvait l'encaisser. l'encaisser. Hein, Michael Valentin, donc allez voir ça. Bouquin très très intéressant, ça se lit en plus, mais vraiment de manière très agréable. Donc voilà, c'était la petite page de pub. Juste un mot, parce que c'est aussi en cela que j'en fais un symbole, moi, intéressant. Je le disais dans le sommaire, il réconcilie la croissance et le carbone. Un peu moins avec SpaceX quand même, mais bon. On envoie des touristes dans l'espace, je suis pas tellement sûre que ça réconcilie la croissance et le carbone, mais je sais pas. Mais tu il sais- fait rêver, il fait rêver. Non, mais attends, juste un mot là-dessus, parce que j'y pensais pas. Personne ne remet ça en cause. C'est pas si, t'as des gens qui le remettent Ah, en cause. oui. Si, si. Parce qu'on te parle de Fluxam, là, de honte de prendre l'avion, mais alors honte de lancer des fusées, j'ai vu ça nulle part. Lancer des fusées pour aller faire de la recherche, je sais pas, comme. Station spatiale Thomas Pesquet, internationale, ou attends, voilà, Thomas tu- Pesquet tu- qui tu fait des vas- photos, tu vas t'es sûr faire- que... Ils font d'autres choses que des photos. Oui, oui, ça, c'est la ouais, partie ouais. com. Mais j'en sais rien, moi j'aimerais bien savoir ce qu'ils font. Ils montrent ce qu'ils font. Il Il y a- faut bien montrer ce que tu fais quand tu le fais. Ça, mais ils font de la recherche, je pense, alors que je vois pas trop l'intérêt d'envoyer des touristes dans l'espace à ce stade, mais peut-être que je me trompe, je sais pas. C'est epsilonesque. Epsilonesque, je pense Epsilonesque. qu'un vol de fusée, Non, mais, en termes en fait, de, tu en le termes sais de même nombre pas, tu vois. d'émissions, je sais pas si c'est T'es epsilonesque. capable de dire que les avions c'est 4%, t'es capable Ouais. de dire que le digital c'est 4 avec une telle croissance que ce sera 8 dans 5 à 10 ans, t'es capable de dire que le logement c'est 40, t'es capable de dire...
L'espace, tout le monde s'en fout. Je pense qu'un lancement de fusée, c'est beaucoup plus que plusieurs avions, mais je n'ai pas les chiffres en tête, bien sûr. Peut-être nous faire des SpaceX électriques. Réconcilier carbone, croissance, ce qui peut nous amener d'ailleurs autour de COP26. Je ne sais pas si vous avez réfléchi à ça, ce que vous attendez de la COP26. Anne-Sophie, Alors, c'est sûr que réconcilier, en tout cas, c'est trouver des pistes. Et à mon sens, on le voit, c'est pas que le mouvement qui est en France, c'est vraiment tout mettre sur le progrès technique et de dire. Alors, c'est vrai que le président de la République essaie de faire en donnant des caps, en disant par innovation combien on investit et quels doivent être les résultats. Ouais. Mais c'est ça, c'est vraiment ça la solution. Et c'est ce que va essayer de faire secteur par secteur en disant voilà, avec toutes les législations qui sont en œuvre, on voit quand même que c'est un impact très positif quand même sur l'innovation et notamment l'innovation dans le secteur privé. Donc, dès que vous mettez en place une législation, eh bien, vous avez plus de brevets. Donc ça, c'est vrai qu'on l'a toujours vu et on le voit, notamment pour la taxe carbone aux frontières. Quand vous faites les estimations, on sera sur cette tendance. Donc c'est vraiment l'innovation, le progrès technique. Après, c'est comment on le finance, dans quelle proportion et sur quel secteur et sur quel domaine. Et c'est ça qui est fascinant avec ces transitions, c'est que notamment, on dit la voiture, ça va être le tout électrique, mais encore une fois, moi je le dis, et quand on regarde les études, le résultat, et ce qui va marcher, c'est vraiment la diversification, et c'est d'utiliser plusieurs sources d'énergie. Et moi, parfois, ce qui me fait un petit peu peur avec l'électrique, c'est qu'on se dit, voilà, nous on est dans le nucléaire, on a l'électrique, donc attention, on va mettre tout là-dessus. Et donc, non, c'est pas ce que tu as dit RTE mardi. En tout cas, non, mais pour l'électrique et concernant la voiture, c'est quand même un petit peu l'idée de dire, voilà, pour la voiture individuelle, on va essayer de développer l'électrique, l'hydrogène plus pour en tout cas tout ce qui est poids lourds, bus et camions. Et les éoliennes, on a une part qu'on essaie de faire progresser, mais qui reste encore malheureusement assez faible parce que c'est vrai que ça s'est développé aussi dans d'autres marchés hors européens. Alors que la solution, c'est vraiment de diversifier et de mettre de l'investissement partout. Mais tu as quoi d'autre comme alternative à l'électricité? C'est ce que je disais, Carlos Ghosn, elle est agnostique, justement. C'est ça sa grande force. C'est une énergie secondaire, hein, attention. Non, je suis tout à fait d'accord, mais l'électricité va poser aussi d'autres problèmes, notamment par rapport aux terres rares et par rapport à d'autres dépendances. Donc ça, il faut en avoir bien conscience. Et c'est bien d'investir dedans, mais il faut diversifier et ne pas mettre, à mon sens, tous les milliards de recherche que dans ce domaine. Voilà, c'est ce que je dis pour pas peut-être reproduire les erreurs du passé. Oui, mais je ne vois pas quelle alternative tu as à l'électricité. Pour l'instant, on ne le voit pas. Mais là, quand on voit tous les programmes de recherche qu'il y a, alors bien sûr, on parle de la voiture propre, on parle par exemple de tout ce qui est l'éthanol. On dit toujours le prix de l'essence a énormément augmenté. Vous avez énormément de pompes à éthanol. On en parle très peu. Vous avez des pays comme au Brésil où c'est excessivement développé. Bien sûr, vous allez me dire c'est un producteur de sucre, donc c'est plus facile. Mais il y a d'autres alternatives qui existent. Et là, on voit que le débat se cristallise parce qu'on a cette spécialisation productive. Et ça peut créer d'autres dépendances à d'autres pays et à d'autres matières premières, que ce soit les terres rares ou d'autres. En gros, l'erreur qu'on a sans doute faite il y a 20 ans avec le diesel. Ou avec le diesel, à sursubventionner le diesel. C'est toi qui le dis. Et pourquoi toi tu peux le dire? Non, je peux le dire, mais c'est ça. Mais là, c'est un exemple. Et c'est toujours de dire, attention, on a une chose, et au lieu de se dire, voilà, maintenant on est dans un monde nouveau, donc tout est ouvert, le but, c'est pas de trouver un élément pour remplacer et pour avoir ce qu'on avait comme vie avant. Il faut vraiment ouvrir et voir tout ce que l'on a. Même l'éthanol, Ford, il avait créé la première voiture qui marchait à l'éthanol avec du sucre. Et sa voiture, après, c'était le modèle T, je crois, oui, absolument. Et il a disparu. Pourquoi? À cause du prix du pétrole qui a tout cassé dans le marché et ne valait plus rien. Donc, ça existe, ces innovations ont existé. Ce que je dis, c'est restons ouverts et regardons tout. Je ne savais pas que la première Ford marchait à l'éthanol. Tu m'apprends un truc, Anne-Sophie. Il y a des voitures électriques en 1930, effectivement, qui étaient surprenantes. Alors, mais c'est pour ça, pour refaire, parce que c'est l'histoire que je connais, c'est pour ça que Ghosn, quand il a cette vision électrique, en fait... Personne n'embraye parce que justement on lui envoie, moi je me souviens, on envoyait sur les réseaux, les gars envoyaient des photos, effectivement des prototypes des années 30 qui ressemblaient à des espèces de fusées, des trucs machin, ça ne marchera jamais, les gens n'en voudront pas, jusqu'à ce que ce soit une crise au cœur du technocentre de Renault où on aille jusqu'à dire, ça il faut s'en souvenir quand même, Ghosn est en train de faire travailler Renault sur la voiture électrique pour finir de tuer Renault parce qu'il n'aime que Nissan. Mais oui. C'était tout à coup, ça a été devenu... les tensions étaient... Enfin, d'ailleurs,
On sait pourquoi ça a explosé. Mais les tensions étaient énormes à ce moment-là. Et donc, c'est un plan machiavélique. En fait, il va nous faire tourner en rond. Il va faire tourner en rond le technocentre. Et on va jamais avoir les solutions. Il va nous tuer à petit feu. Et c'est Nissan qui va rafler la mise. Voilà. Isabelle, tu étais encore journaliste à ce moment-là, Oui, tu te souviens de ça, je me souviens mais plus tu te tout à souviens fait pas de cette histoire. Je ne couvrais cette pas ambiance, l'industrie automobile. 2009, 2010, tu dois sais. dire. Non, parce qu'en plus, tu es sur un Ouais, effondrement ouais, de bien sûr. l'industrie automobile Non, mais est en c'est train vrai. de traverser une crise de dingue. Voilà. Pour juste finir l'anecdote, Christian Estrosi, à ce moment-là, ministre de l'Industrie, dit à Carlos Ghosn qu'il a tort d'investir dans les SUV. Il voulait interdire à Renault d'investir dans les SUV, c'était 2009. Je referme la parenthèse. Tu connais bien l'histoire de Renault, j'avoue, beaucoup moins. Laissons les entrepreneurs entreprendre. Ouais, non, mais c'est ça l'histoire. De quoi on parlait? De la COP26. Oui, de la COP26, dis donc. Merci, Isabelle. Alors, donc, ça Bah, t'intéresse? écoute, oui, ça Parce que m'intéresse. 26, comme son nom l'indique, hein, c'est-à-dire qu'il y en a eu 25 avant. Bah oui, mais c'est bien. Enfin, c'est bon signe, ça veut dire qu'on continue à se réunir. Oui, mais C'est-à-dire enfin, qu'à chaque les COP, on a... émissions de CO2 C'est ne vrai. baissent Mais pas. à chaque COP, on a un petit peu des changements et des évolutions. Tu vois, la dernière fois, c'était la COP 25, c'était avec Trump. On avait quand même les États-Unis qui étaient sortis de l'accord de Paris, etc. Entre-temps, on a quand même fait quelques petits progrès. Et l'avantage de la COP, c'est quand même que tous les pays se mettent autour de la table et regardent où on en est sur les objectifs pour se dire qu'ils ne sont pas effectivement toujours atteints, mais aussi que certains pays avancent. Tu parlais de la Norvège tout à l'heure. C'est vrai que la Norvège... Alors non, oui, j'avais parlais de la oublié. Norvège. Est-ce qu'on peut voir, je ne sais pas si... parce que j'ai fait un petit montage caustique, effectivement, mais je ne sais pas si on va pouvoir Parce le que tu voir. es caustique. Donc, le fonds souverain norvégien qui, du haut de sa vertu, dit qu'il arrête de financer, voilà, tourne le dos aux énergies du passé. Et 3 semaines après, élection, hop, Oui. nouvelle majorité, et boum, la Norvège continuera à chercher du pétrole. L'un n'exclut pas l'autre. Hein. Voilà, Donc le c'est fonds ça. norvégien C'est ça. va... Exactement. Donc c'est ça, la Norvège, elle est comme tous les pays qui ont, comme tu disais tout à l'heure, un choix énergétique, hein, Anne-Sophie. Effectivement, eux, ils n'ont pas eu le choix énergétique, c'est une grande puissance pétrolière comme d'autres. Et donc, ils ont 100 000 personnes qui travaillent dans le pétrole, donc ils ne vont pas arrêter du jour au lendemain. De même que nous, on ne va pas passer de 80% de nucléaire à 50% en 2 jours, comme ça, sans difficulté. Donc chacun essaye un peu de rééquilibrer. Eux, ils doivent rééquilibrer. Non, Total. Oui, mais Total arrête l'exploration de production. En parallèle, d'abord, ça c'est le gouvernement qui n'a pas la majorité au Parlement, et en parallèle, la majorité parlementaire norvégienne fait voter que le fonds souverain norvégien n'investira plus dans le pétrole. Ouais. Donc des investissements de 7 milliards. Tartuffe. Ça porte un nom en Ça France. s'appelle la politique. C'est un héros de Molière, n'est-ce pas? Ça s'appelle la politique. Tartuffe. Et ne pas avoir un Parlement aligné avec son opinion majoritaire, enfin avec son opinion présidentielle. Donc voilà, et il ne pourra rien faire, le président norvégien, face à ça. Parce que là, il a son fonds à lui, mais il y a aussi BlackRock qui dit j'investirai plus dans les ressources fossiles pendant bientôt. Il y a tous les gros assureurs, tous les gros investisseurs institutionnels de la planète qui se retirent, au point d'ailleurs qu'il y a eu une étude hier qui dit attention, parce que si vous vous retirez trop vite, on a quand même encore un peu besoin d'essence. Hein. Je vous donne un scoop, tout le monde n'a pas de Tesla. Et on a encore besoin d'essence et d'énergie fossile pendant le temps d'adaptation pour arriver à d'autres énergies. Et si tout le monde se retire tout de suite, il risque d'avoir une pénurie d'essence qui sera plus liée... qui va fabriquer une crise. Qui sera plus liée au désinvestissement qui est déjà là, qu'à l'arrêt raisonné de la chose. Donc, quand les grands investisseurs seront partis et continueront à quitter ces secteurs-là, il y a bien un moment où ces secteurs-là... et puis ça passe au plastique maintenant. Ils vont commencer à se désinvestir des entreprises qui utilisent trop de plastique. Donc, petit à petit, moi je pense que ça viendra beaucoup par l'investissement et par les gros pays. Mais la volonté politique, on voit que c'est important. On voit bien que la volonté du Parlement norvégien, c'est d'arrêter les industries. Donc mais non, la volonté du Parlement norvégien... le Parlement, c'est pas le gouvernement. Oui, mais le gouvernement Deux choses différentes. Mais non, le gouvernement, s'il fait ça, alors effectivement, c'est un gouvernement minoritaire, mais s'il fait ça, c'est que ça va être approuvé par le Parlement, c'est que c'est approuvé par l'opinion publique. Mais non, justement, c'est en cela où je trouve qu'on est. C'est d'ailleurs Après, il faudrait qu'ils trouvent l'argent pour le faire. Quoi, pour continuer à chercher des comment elle s'appelle, la compagnie pétrolière norvégienne Statoil ou, enfin, c'est la compagnie pétrolière norvégienne qui va... elle est financée par des investisseurs étrangers. Comme tout le monde. Elle a BlackRock à son capital, comme tout le monde. Elle a le fonds souverain norvégien, force. Non plus maintenant, mais jusque-là. Le fonds souverain norvégien... C'est leurs profits qui ont financé le fonds. C'est ça qui est paradoxal et intéressant, d'ailleurs. Bon, les amis... Ce fonds souverain, il a été construit par le pétrole. Qu'est-ce que tu penses de ces grandes COP? Moi, je pense que la bonne nouvelle, c'est dans la question. Tu poses la question carbone et croissance.
Il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, on entendait en France que problème du carbone, donc la solution c'est la décroissance. Et effectivement, je pense qu'on a quand même changé un petit peu de vision en France tout au moins sur le fait de dire finalement c'est quand même le progrès technologique qui va permettre de diminuer les émissions des avions, qui va permettre plutôt que de dire on ne prend plus un avion s'il y a 6 heures de train. Alors hier c'était 3 heures, maintenant c'est 6 heures, bientôt ça sera 24 heures de train. Je pense que cette idée que le progrès et les entrepreneurs peuvent justement nous aider vers cette baisse des émissions de carbone. Et c'est important aussi parce qu'aujourd'hui, finalement, la France est quand même hyper vertueuse, je pense que tout le monde le sait, et les émissions, elles viennent de Chine. Si demain, les progrès technologiques en Europe permettent aux Chinois d'arrêter de dépenser du carbone ou d'avoir des centrales à charbon en Allemagne, tout le monde en sera bénéficiaire et il faut qu'on arrive là, parce que ça ne sert à rien d'avoir zéro émission en France si les Allemands ont des centrales à charbon. Moi, c'est vrai que la grosse crainte que j'ai, c'est vraiment le temps. Parce que c'est vrai que quand vous regardez tous les rapports, et notamment de perspective des risques, vous allez avoir sur les 5-10 prochaines années une augmentation des catastrophes naturelles avec les coûts qu'on connaît et des crises, on va dire, là on a eu le Covid, mais on en aura d'autres. Donc il y aura vraiment la question de dire, bien sûr, le progrès technique, mais c'est pour ça qu'il faut investir en effet massivement pour trouver des choses vraiment sur les 5 premières années. Et quand on dit en effet les secteurs, ils ont besoin de 10-15 ans pour se convertir, là, vraiment, la vraie question, c'est est-ce qu'on ne sera pas rattrapé par le temps et qu'on devra peut-être changer sur le fond parce qu'on n'aura pas assez de temps. Donc alors, plan de relance, c'est la bonne méthode pour... plan de relance, oui, parce qu'on investit, on investit justement sur les secteurs d'avenir, sur la technologie, sur la... T'as regardé tout ce qui tombe là, d'évaluation? Quand même. Moi, je regarde tout ce qui tombe en matière d'évaluation. Il y a une tentative. Alors après, de savoir si est-ce que c'est le bon secteur, c'est le bon moment d'investir, mais au moins il y a une tentative. Sinon, on fait rien. Donc il faut quand même tenter. Mais c'est vrai qu'au niveau du temps, et là on le dit, chaque pays, les pays se réunissent, ils font le bilan, il n'y a pas de baisse d'émissions, comme tu l'as dit. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et surtout, quand on voit les pays vont être touchés de manière très inégalitaire, avec là aussi, parce qu'on parle toujours des problèmes d'immigration, etc., mais les vrais problèmes d'immigration, c'est les problèmes d'immigration et des réfugiés climatiques qui vont exploser les 10 prochaines années. Donc ça, il faut être très clair là-dessus. Bon, mais pour finir... Non, mais c'est très intéressant, comme toujours. Comme toujours, c'est très réjouissant d'ailleurs. Non, mais c'est cette expression magnifique qui est la tragédie des horizons. Et qui est effectivement les différents horizons qui se superposent, ou dit autrement, la fin du mois avant la fin du monde. Voilà, exactement. Mais cette histoire quand même, donc, plan de relance, Benoît Cœuré, le très sérieux Benoît Cœuré, qui dit, non seulement je suis incapable de vous dire parce que dans les 100 milliards du quoi qu'il en coûte, il y a en fait donc les baisses d'impôts de production pour 20 milliards, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, ils ont mis 2 ans. 2 ans de 10 et 10, voilà. Donc ça, ok, c'est trop tôt pour le savoir. Mais il y a aussi des restes de plans des investissements d'avenir, les fameux PIA de Nicolas Sarkozy, des restes des 10 milliards de Bruno Le Maire sur les filières d'excellence, etc. Et des restes des 57 milliards de Emmanuel Macron lui-même en 2017. Et donc Benoît Cœuré, face à tout ça, donc, premier rapport, il vous dit, non seulement je ne sais pas si ça fonctionne, mais en fait, je le saurai sans doute jamais. Alors moi, sans doute, je pourrais jamais. Tout ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, ce qui nous ramènera au début, le plan Un jeune, une solution a permis l'attribution à fin septembre d'au moins 2 millions d'aides ou d'entrées dans des parcours d'accompagnement ou de formation. Donc ça, c'est quand même effectivement spectaculaire. 2 millions, dont 1,3 million au titre de l'aide à l'embauche des jeunes et des aides à l'alternance. Le reste... Ce qui explique peut-être la baisse du chômage qu'on évoquait tout à l'heure. Tout à fait. Il faut quand même être plus nuancé. On peut quand même regarder, en tout cas à court terme, déjà de premiers résultats, notamment dans le plan de relance. Il y a les fameux 30 milliards justement pour tout ce qui est rénovation énergétique. Et là, vous pouvez voir comment les foyers utilisent ces aides pour rénover. C'est vrai. C'est par exemple les aides aussi à conversion pour acheter une voiture électrique. C'est vrai. Donc là, on a quand même des indicateurs. On voit que globalement, quand même, ça fonctionne. On ne peut pas dire qu'on n'a quand même aucun indicateur, mais c'est vrai qu'à très court terme, c'est difficile. À part les crédits d'impôt, là, on peut avoir une évaluation. Pour tout ce qui est réindustrialisation, essayer de faire revenir la compétitivité et de l'industrie. Et la transition au carbone. Et la transition au carbone, c'est sûr, c'est plutôt sur 5-10 ans que sur 1 an. Donc c'est ça la difficulté. Mais est-ce qu'il ne faut rien faire pour autant? Mais même, je pense pas. Même sur 5 et 10 ans, c'est-à-dire les 57 milliards, c'était 2017. Oui.
Oui. Non, enfin voilà. Chaque mesure peut être effectivement analysée dans un sens ou dans l'autre. Il puis- y a beaucoup de gens qui ont dit que la baisse du PFU à 30%, c'était scandaleux. C'était Prélèvement forfaitaire unique. Hein. Prélèvement forfaitaire unique à 30%, donc sur les plus-values du capital, c'était scandaleux parce que ça enrichissait plutôt les gens riches qui avaient un capital. Mais là, on voit que les investissements dans les PME, dans les venture capital, dans les startups ont repris de façon très élevée. Et il y a des gens qui font le parallèle, des gens dans la tech notamment, qui disent cet argent-là, il vient du fait qu'on peut à nouveau investir en France sans être sûr que sa plus-value sera fortement taxée. Et c'est pour ça qu'on a une résurgence d'investissements dans la tech. Investissements dans la tech qui sont positifs. Ça crée des entreprises dynamiques et des licornes, peut-être une mini Tesla. Tout à fait. Et certains soutiennent ça, et d'autres disent pas du tout, etc. Mais au final, finalement, il paraît que ça n'a pas coûté plus cher, de toute façon, que l'impôt précédent. Enfin, en tout cas, ça part à 1,5 milliard. Voilà, donc, l'évaluation de France Stratégie. Qui a raison, qui a tort là-dessus, je ne sais pas vraiment, parce que c'est difficile de flécher cet investissement précisément. C'est le problème de tous les plans d'investissement, parce que c'est vrai que c'est très difficile d'avoir une évaluation, parce qu'on ne peut pas savoir, on ne peut pas avoir, si vous voulez, un pays 0 et un pays 1 avec l'investissement. Et donc, on ne peut pas comparer. Le fameux contrefactuel des économies. Exactement. Et par exemple, c'était le cas après la crise de 2008 avec le fameux plan d'investissement pour l'Europe, où justement, on a essayé de mettre en place une relance en finançant avec la Banque européenne d'investissement des projets et pour faire un effet de levier avec le public, avec le privé pour attirer des investissements. On voit que l'effet de levier, globalement, a fonctionné. Donc, par rapport à ce que vous avez investi, vous avez beaucoup plus d'effet de levier. Mais est-ce que vous pouvez dire que c'est que dû au programme d'investissement, qu'on est en pleine reprise? Donc, c'est très difficile. Vous avez plein de facteurs exogènes qui expliquent ça. Donc, c'est vrai qu'à mon sens, ce n'est pas un argument pour dire il ne faut pas faire ou faisons moins. On n'a pas le choix, il faut le faire. Après, il faut essayer que ce soit le plus efficace possible. Et c'est encore le problème du temps et du temps long. Non, et puis comme l'argent est gratuit en ce moment, ce serait dommage de s'en priver. Et le sujet de la gouvernance, là encore, qui doit décider? Où va l'argent? Tu évoquais tout à l'heure Estrosi sur les SUV. Mais il les avait fait quand même, Carlos Ghosn, je te rassure. Oui, tout à fait. Non, mais est-ce que qui est le plus approprié pour effectivement décider que tel secteur, l'hydrogène, l'avion électrique, peu importe, c'est tel ou tel domaine et il faut mettre 1 milliard. Là-dessus, on a avancé, j'ai l'impression, parce que là-dessus, la doctrine publique est davantage de faire confiance passer par les fonds aux entrepreneurs, que ce que ça pouvait être dans les années 80 ou dans les années 70. Je pense qu'il faut un panachage des deux, puisque l'État n'a pas été dans les années 80 totalement idiot sur le TGV ou un certain nombre de grands projets dans les années 70. Ils ont même fait de grandes réussites aujourd'hui dont on profite encore. Absolument. Depuis, ça s'est un petit peu détérioré, effectivement. Je pense qu'il faut un mélange des deux avec une vision de l'État et faire confiance ensuite aux investisseurs d'un côté, aux entrepreneurs de l'autre. La grande différence qu'on a par rapport, vous disiez, les années 70, c'est qu'en effet, l'État a beaucoup moins d'argent et surendetté, et donc a beaucoup moins de capacité financière. Donc là, l'idée, c'est un peu à chaque fois de mettre un état des lieux au niveau du secteur privé, de quels acteurs vont pouvoir financer, et à partir de ça, parce que c'est vers eux qu'on aura les capacités de financement, eh bien, on essaie de mettre en place un plan. Donc c'est vrai que ça permet là aussi de guider les investissements et peut-être d'avoir des rentabilités qui soient meilleures, puisque les financements viennent des acteurs qui sont concernés. Un mot de conclusion, Isabelle, non, là-dessus? Tu sais, en pub, Ogilvy disait, paraît-il, que quand tu investis 100 millions en pub, tu as 50% qui servent à rien, mais tu ne sais pas lesquels. Ah, c'est un peu pareil. Écoute, on faut investir et puis ça ira bien. Bon, là, pour les économistes, c'est un petit peu dur. Ouais, très bien. Ah, c'est très bien. Non, très bien. Effectivement, très intéressant. Merci pour tout ça, les amis. Voilà, donc la semaine prochaine, série de rediffusion. Je vous redonne ça. Alors, je ne sais pas si ce sera dans l'ordre, mais on va parler de la Chine et des défis de la Chine. On va parler d'industrie. Tour d'horizon diplomatique, mais évidemment sans la Chine. Et puis le prix de l'électricité, mais oui, bien sûr. Ce fameux marché aberrant. Alors depuis d'ailleurs qu'on a fait cette émission, les Allemands ont clairement dit non à la réforme du marché européen de l'électricité. Bon, vous verrez en écoutant notre émission qu'il y a là-dessus des arguments, mais vraiment dans les deux sens. Donc on se retrouve ensemble, ce sera quoi? Après donc cette semaine de rediffusion.